5e rencontre nationale État-secteur privé, les rideaux se sont refermés sur des recommandations pour une meilleure gestion du capital foncier au Burkina. Nous serons dans un instant dans la ville de Sia pour la clôture des travaux. Dans l'actualité de ce 13h également, la toute première édition du Salon international Synergie Sûreté et Défense. Ouvert hier mardi, ce salon s'offre comme un espace pour les différents acteurs de partager leurs expériences et leur savoir-faire. La cérémonie d'ouverture du SYSDEF à suivre dans un instant. Et puis des panélistes révèlent une violation des normes juridiques en vigueur par les autorités de la transition. C'était au cours d'un dialogue politique organisé hier mardi par le Centre pour la gouvernance démocratique. L'essentiel des débats à suivre dans ce 13h. Bonjour et bienvenue au terme de 2 jours d'échange autour des préoccupations du secteur privé burkinabé. La 5e rencontre nationale État-secteur privé a refermé ses portes à Bobo-Dioulasso. Les différents acteurs ont proposé des pistes de solutions pour une meilleure gestion du capital foncier au Burkina. Ils ont entre autres relevé la nécessité de la mise en œuvre d'un plan d'action. Au cours de la cérémonie de clôture, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso a remis la somme de 567 millions de francs CFA au profit du Fonds de soutien patriotique. Le point avec Serge Bruno Bado depuis la ville de Sia. Ce cadre de dialogue a permis de proposer des pistes de solutions à même de relever les défis liés au foncier et qui impactent l'investissement privé. Pour le ministre en charge du commerce et de l'industrie Serge Poda, digitaliser le foncier permettra aux acteurs du privé de faire des investissements productifs sur le plan national. Les grandes conclusions, ce que je pourrais indiquer à l'issue de ces 2 jours d'échange, porte justement sur la question du secteur foncier. Travailler à pouvoir sécuriser, disponibiliser les terres pour qu'il puisse y avoir des investissements au plan national qui soient productifs. Et sur cette question, l'une des solutions qui a été proposée, c'est de procéder à la digitalisation du foncier. Ça permettra d'avoir une base de données informatisée et concrète, réelle, qui puisse permettre donc les attributions aux différents porteurs de projets. Il y a aussi une question relative au retrait des terres qui avaient été attribuées à certains promoteurs de projets, mais qui n'ont pas respecté les cahiers de charges. Et sur ces questions, nous sommes en réflexion. Et franchement, nous avons abordé les questions dans tous leurs angles et des recommandations et des propositions de solutions ont été formulées pour rendre cette problématique levée, ce goulot d'étranglement levé pour un investissement productif gagnant pour le Burkina Faso. Pour le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, Mamadi Savadogo, les acteurs du secteur privé s'engagent à jouer pleinement leur rôle dans la mise en œuvre de ces recommandations. La mise en œuvre des recommandations pertinentes formulées permettra une meilleure gestion du capital foncier pour en faire un levier d'attraction de l'investissement privé, tout en renforçant les bases d'une amélioration continue de la résilience et la compétitivité de notre économie. Excellences, Monsieur le Premier ministre, les seigneurs invités, le secteur privé, pour sa part, voudrait rassurer le gouvernement de son engagement à jouer pleinement toute sa partition dans la mise en œuvre des recommandations formulées. Un cas de concertation qui est la bienvenue selon Valérie Kaboré, car il a permis de lever des zones d'ombre en ce qui concerne le foncier. C'est un devoir pour nous de venir à cette grande messe désormais qui permet à l'État et au secteur privé de se mettre d'accord sur un certain nombre de points pour la conduite de la nation. Donc cette année, il s'agissait du foncier et vous savez que c'est un problème crucial pour le Burkina Faso. Et je crois que de grandes résolutions ont été prises et désormais, il y aura beaucoup de textes qui vont encadrer un peu la gestion de notre territoire qui ne peut pas grossir, comme quelqu'un l'a dit, parce qu'on a 274 000 kilomètres carrés et pas plus. Donc il faut le faire de manière rationnelle et surtout permettre aux investisseurs privés de pouvoir venir investir en toute tranquillité en ayant la certitude que la terre leur est garantie. Il
Élaboration d'un schéma d'aménagement des investissements structurants tenant compte des potentialités de chaque région. Création d'un fonds pour le financement des projets d'aménagement d'infrastructures économiques. C'est entre autres les recommandations issues de ce cas de concertation. Notons que la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina a offert la somme de 567 millions de francs CFA au gouvernement à titre de contribution à l'effort de guerre. Pendant que les portes de la 5e rencontre nationale État-secteur privé se referment, d'autres portes s'ouvrent. Il s'agit de celle de la toute première édition du Salon international Synergie, Sûreté, Sécurité, Défense. Ouvert ce mardi, cet espace a réuni tous les corps militaires et paramilitaires ainsi que les agents de sécurité. Durant 3 jours, ce salon servira de cadre d'échange et de partage d'expériences pour une meilleure synergie d'action. Des expositions, des conférences, des démonstrations ainsi que des simulations sont entre autres au programme. Le compte rendu est signé à Sonta Somé, Maxime Jean de Bambara. C'est une première au Burkina Faso. Les corps militaires, paramilitaires et les sociétés privées intervenant dans le domaine de la sécurité ont désormais un cadre d'échange. Le Salon international Synergie Sûreté, Sécurité et Défense, SYSDEF, est le rendez-vous des acteurs de la sûreté, de la défense et de la sécurité. Placé sous le thème « Quelle contribution du secteur privé à la sécurisation intérieure des États », cette première édition a pour objectif, selon le président du comité d'organisation Yacinthe Zouré, d'exposer le savoir-faire des acteurs de la défense et de la sécurité et de produire des équipements de sécurité au niveau national. Vous avez des entreprises privées qui développent et qui produisent des équipements. Et c'est comme ça. Il faut que le Burkina Faso se lance dans cette course. Et l'idée du salon tourne autour de cela. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on organise un hackathon qui va donc identifier les plus jeunes, les meilleurs talents, justement, qui vont proposer des équipements et on va les développer. Et je pense qu'on peut se donner rendez-vous dans 5-10 ans et on se souviendra que bien on avait lancé il y a un bon moment cette dynamique. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le capitaine Martha Céleste Anderson Meda, directeur de cabinet du chef de l'État. Pour lui, cette initiative vient à point nommé au regard du contexte sécuritaire et va permettre aux participants d'échanger et de trouver des solutions pour assurer davantage la sécurité des populations. Cet événement contribuera à coup sûr à développer une synergie entre les forces de défense et de sécurité, promouvoir l'accompagnement et le génie du secteur privé, développer les relations de confiance entre population et forces de défense et de sécurité, susciter des vocations pour poursuivre l'œuvre des dévanciers, booster le développement de l'industrie nationale de la défense et de la sécurité. À l'issue de la cérémonie d'ouverture, les participants ont eu droit à une visite de stands. Des stands où sont exposés le savoir-faire des forces de défense et de sécurité et des sociétés privées intervenant dans le domaine de la sécurité. Cette première édition du SYSDEF se tient du 4 au 6 juillet avec au programme des rencontres B2B, des conférences, des panels, des démonstrations et simulations. La situation sociopolitique et sécuritaire du Burkina revue une fois de plus par le Centre pour la gouvernance démocratique. Tout en reconnaissant les efforts consentis sur le terrain, les 4 panélistes qui ont mené la réflexion ont relevé une violation des normes juridiques en vigueur par les autorités de la transition. Le professeur Abdoulaye Soma lui appelle le gouvernement au respect de ses engagements, surtout en ce qui concerne le retour à l'ordre constitutionnel normal. Résumé des débats avec Abdou Gamigne. C'est le constitutionnaliste Abdoulaye Soma, professeur agrégé en droit international public, qui ouvre le bal de la communication inaugurale de ce dialogue démocratique. Il aborde la situation nationale sous l'angle juridique à travers les 3 priorités de la transition. Il s'agit de la reconquête du territoire, la refondation de l'État et le retour à l'ordre constitutionnel normal. Sur la question de l'organisation des élections, le conférencier déplore le fait que le gouvernement pose la condition de la sécurisation du territoire. Pour Abdoulaye Soma, le chiffre donné par le chef du gouvernement devant la représentation nationale de 65% du territoire sous contrôle permet d'organiser les élections. Il en veut pour preuve les élections de 2020 tenues dans une situation plus difficile. J'avais dit qu'il nous faut avoir un certain niveau de progrès et de sécurité avant d'organiser les élections de 2020. Mais j'avais été ramené par la majorité politique
à l'époque, disant que on ne peut pas indexer le report d'élections dans notre pays à la crise sécuritaire telle qu'elle se manifestait à l'époque. C'était la position politique. Et cette position politique a été validée par le Conseil constitutionnel. Si la situation devait être traitée juridiquement par le Conseil constitutionnel, il ne saurait se dédire sur la possibilité d'organisation d'élections dans notre contexte. Si les élections ne se tiennent pas à bonne date, ce serait une confiscation du droit du peuple à choisir ses représentants, ajoute le panéliste Aboubakar Sango. L'enseignant-chercheur en droit soutient que le rétablissement de la Constitution implique le respect des normes juridiques en vigueur. Pourtant, cela n'est pas le cas, souligne le conférencier. Quand on regarde la manière dont l'agenda est déroulé, on a l'impression qu'on ne veut pas organiser les élections en 2024. C'est pourquoi je dis que c'est une confiscation du droit des citoyens à désigner leurs représentants. Ce droit-là tire son fondement de la Constitution qui est en vigueur. Une autre idée permet d'illustrer le fait que les droits politiques sont confisqués, c'est la suspension injustifiée des activités des partis politiques. Quand vous prenez la loi sur les partis politiques, le président de la République ne peut pas suspendre les partis politiques. Aboubakar Sango souligne également des violations de certaines dispositions de la Constitution en matière d'équité. Dans le contexte actuel, la loi n'est pas appliquée à tous les Burkinabés avec la même rigueur, déplore le conférencier. La législation doit être appliquée de manière égale et cohérente. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que certaines associations peuvent organiser des manifestations alors que d'autres associations ont l'impression qu'elles n'ont même pas le droit de penser qu'elles peuvent organiser des manifestations. De ce point de vue, par rapport au droit de manifester des citoyens, il y a une application discriminée. C'est la même chose par rapport à la liberté d'expression. Sur la question de la refondation ou de la réforme de l'État, le panéliste Abdoulaye Soma soutient que la période de transition est une période favorable aux grandes réformes. Quand on pose la question qui sera président de la République, objectivement on ne peut pas le savoir. On serait donc en indéterminisme institutionnel. On ne sait pas qui sera président de l'Assemblée, qui sera président du Conseil constitutionnel, qui sera Premier ministre. Dans ce cas, je dis qu'on est en indéterminisme institutionnel. C'est une situation extrêmement favorable à la réussite de réformes. Pourquoi? Parce que les réformes constitutionnelles sont des instruments démocratiques. Lorsque c'est un parti politique qui pilote le processus de réforme, il est légitimé à prévoir des dispositions qui vont lui permettre de garder le pouvoir. Pour le professeur Abdoulaye Soma, le Burkina Faso doit absolument modifier la charte de la transition et trouver un accord avec la CEDEAO à la date prévue. Cela implique un dialogue national inclusif et des discussions avec la CEDEAO, explique le professeur. À présent, les échos du procès Vincent Dabulugou. Ce mardi, après les réquisitions du procureur, les avocats de la défense ont poursuivi leur plaidoirie. L'avocat de l'ancien ministre des Transports n'a pas hésité à charger l'ancien DAFA du ministère des Transports. Maître Yamba persiste et signe. Son client Vincent Dabulugou est innocent. En attendant le 3 août prochain pour le délibérer, Alexis Moukouni Belmnaba nous fait le compte-rendu de l'audience de ce mardi. Suivons. Des pièces complémentaires de la défense aussitôt transmises au parquet et au président du tribunal, aussitôt rejetées. Maître Seydou Roger Nyamba, l'un des conseils du prévenu Vincent Dabulugou, estime que son client est une victime. En dehors de la pièce qui est le prévenu Jean-Gabriel Serré, le parquet ne dispose pas de pièces à conviction tangible pour incriminer son client, fait noter Maître Yamba. Le conseil du premier mis en cause va plus loin. Pour ce dernier, le parquet a pris
toutes les déclarations de Jean-Gabriel Séré pour une vérité absolue. Pour le cas du détournement de deniers publics, la défense dit que leur client n'est pas dépositaire de deniers publics en mentionnant l'absence d'actes matériels. Les infractions du prévenu ne sont donc pas constituées, dit Maître Yamba, tout en demandant d'abandonner les charges au profit du bénéfice du doute. En ce qui concerne le financement occulte de son parti, les avocats de la défense disent que le parquet met en doute le soutien acquis de plusieurs sources par le président du NTD lors des élections de 2020. Pour ce qui est du blanchiment de capitaux, conséquence de biens mal acquis, la défense dit qu'il n'y en a jamais eu, tout en plaidant de relaxer son client. La défense du Nouveau Temps pour la démocratie demande au parquet de sortir le parti du chemin minutieusement balisé pour le faire disparaître de la scène politique. Tour à tour, les conseils des 5 autres prévenus ont plaidé pour l'abandon des charges de leurs clients. Les prévenus de leur côté aussi ont présenté leurs excuses au tribunal tout en demandant la clémence à la Cour. Les réquisitions et les plaidoiries ont pris fin pour ce procès affaire Vincent Dabiligou qui a débuté le 15 juin dernier. La délibération est prévue le 3 août 2023. Et on poursuit ce 13h avec le Conseil économique et social qui a procédé à la clôture de sa première session ordinaire de l'année 2023. Les travaux ont essentiellement porté sur l'impact de la crise sécuritaire sur le secteur agro-silvopastoral au Burkina. Elle a permis également de formuler des recommandations à l'endroit du gouvernement, des partenaires ainsi que des acteurs du domaine. Le compte rendu est signé Fatima Tanikema. 4 semaines durant, les conseillers du Conseil économique et social CES ont réfléchi sur l'impact de la crise sécuritaire sur le secteur agro-silvopastoral au Burkina Faso. Cette réflexion enrichie par les communications des membres du gouvernement, des organisations non gouvernementales, des acteurs de l'humanitaire et du monde rural ont permis de faire l'état des lieux et de proposer des stratégies de résilience des secteurs concernés. À l'issue des travaux, les conseillers ont formulé des recommandations à l'endroit de tous les acteurs impliqués dans le développement du secteur agro-silvopastoral. Renforcer la sécurité autour des grands aménagements hydro-agricoles, pastoraux et des espaces de conservation. Renforcer la création des jardins maraîchers et nutritifs au profit des PDI et des populations hautes. Renforcer la dotation de la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole pour la fourniture d'intrants en quantité et en qualité. Prendre des mesures incitatives et ou coercitives à l'endroit des commerçants grossistes pour une meilleure maîtrise des prix et un approvisionnement régulier des marchés. Les conseillers ont également recommandé la création de centrales d'achat des produits des filières agro-silvopastorales dans les 13 régions du pays. Selon le président du CES, Bonaventure Ouedraogo, la mise en œuvre de ces recommandations doit permettre d'atténuer l'impact de la crise sécuritaire sur le secteur agro-silvopastoral. Les recommandations formulées à l'attention du gouvernement et de ses partenaires que vous venez de suivre ont pour but de consolider et d'améliorer les politiques mises en œuvre pour accroître de façon significative et durable les productions agro-silvopastorales, d'approvisionner conséquemment le pays, d'assurer la transformation et d'accroître la commercialisation. La clôture de cette première session de l'année 2023 a aussi permis au CES de prendre acte de l'initiative présidentielle de la production agricole 2023-2024. Il recommande par ailleurs au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour sa mise en œuvre efficace. Les conseillers disent être également convaincus que l'initiative de l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire permettra d'atteindre la souveraineté financière. Ils soutiennent donc et encouragent le gouvernement à poursuivre la promotion de ce projet. Les forces vives de la province de Loudalan, préoccupées par la situation sécuritaire dans leur province, réunies autour de la fondation Tadil, ils ont tenu un colloque provincial ce 4 juillet à Ouagadougou. Ensemble, ils ont échangé en vue de trouver des pistes de solutions pour le retour de la stabilité dans Loudalan. Les détails avec Yacinthe Sawadro.
La Fondation Tadil, très préoccupée par la situation sécuritaire au Sahel et dans la province de Loudalan. Créée pour pallier les difficultés que rencontre cette localité, Tadil, ou encore aider, veut à travers ce colloque prôner la cohésion sociale et le vivre ensemble des filles et fils de cette partie du Burkina. Selon le président de la Fondation Ibrahim Ag Atahir, ce cadre de rencontre va permettre de formuler des recommandations qui puissent conduire à une sortie de crise. Nous avons constaté qu'il y a quand même beaucoup de problèmes. Et aussi, nous nous disons que cette crise sécuritaire va finir. Et lorsque cette crise sécuritaire va finir, il y aura des antécédents, il y aura des problèmes. Et nous pensons que la Fondation a pour objectif aussi d'accompagner l'État en fait dans la gestion des communautés. Et c'est dans ce sens que nous avons prévu faire ce colloque pour en fait échanger avec les différentes personnalités ressources de la province de Loudalan et aussi avoir des recommandations. Le haut-commissaire de la province de Loudalan, Valentin Maré, présent à ce colloque, loue cette initiative qui va sans doute apporter un changement face à la situation sécuritaire dans Loudalan, de même que la représentante des femmes, El Kahala Ment Sidi Ahmed. Si nous ne mettons pas la main dans la main, je crois que nous ne pourrions pas avancer. Et ce colloque-là a bien fait d'arriver au bon moment pour pouvoir rassembler tous les fils et filles de Loudalan. Nous sommes toute une même famille. Nous sommes ici d'un même père, d'une même mère, donc on doit s'unir pour pouvoir pallier à cette épreuve-là qui nous attriste tous les jours. Je pense qu'il est de bon temps effectivement que ces initiatives, les initiatives de ces gens soient portées par les fils et les filles de la province pour qu'ensemble nous échangions sur nos difficultés internes afin de ne pas en rajouter effectivement à la crise qui nous éprouve déjà. Donc il faut dire effectivement que l'initiative est très très louable. Rappelons que ce colloque de la Fondation Tadild qui s'est tenu ce mardi 4 juillet avait pour thème cohésion sociale et résilience communautaire. La Commission nationale des droits humains a procédé ce mardi au lancement du mécanisme national de prévention de la torture et des pratiques assimilées au Burkina. L'occasion a été saisie par la CNDH pour présenter les résultats des visites des lieux de privation de liberté. On en sait davantage dans ce reportage que nous propose Fatima Tanikima. La Commission nationale des droits humains CNDH, en plus d'être une institution nationale des droits humains, est également depuis 2021 la structure en charge d'un mécanisme national de la prévention de la torture et des pratiques assimilées au Burkina Faso. Et dans le cadre de ces missions, elle s'est rendue dans plusieurs lieux de privation des libertés. Il s'agit des cellules de garde à vue, des unités de la police et de la gendarmerie, sans occulter les maisons d'arrêt et de correction. Selon la présidente du CNDH, ces visites ont permis à son institution de se faire une idée des conditions de détention, explique Gonta Alida Ariette Da. Nous avons sorti pas mal de recommandations où nous demandons vraiment à l'autorité d'avoir un regard sur ces questions qui pourront être de la torture. Quand on met quelqu'un dans un lieu de privation de liberté et qu'on n'arrive pas à assurer son alimentation, c'est un problème. Et également, quand on met des gens dans des lieux de privation de liberté, on est tenu également de renforcer les capacités de ceux qui doivent s'occuper d'eux sur la question de la torture pour qu'ils sachent vraiment comment traiter ces personnes-là qui sont dans ces lieux. C'est donc dans l'optique d'apporter des réponses aux difficultés qui minent ces lieux de privation de liberté que la CNDH a décidé de divulguer son mécanisme national de la prévention de la torture et des pratiques assimilées. L'objectif est d'informer l'opinion publique de l'existence de ce mécanisme afin de faciliter son implémentation. C'est aussi notre manière de dire également à l'autorité que c'est le top départ pour nous, de pouvoir faire des visites notifiées et inopinées dans tous les lieux de privation de liberté. Donc ça fera la visibilité et les autorités compétentes sauront que dès maintenant, la CNDH, tout lieu de privation de liberté, la CNDH ira monitorer la question des droits humains dans ces lieux-là.
Gonta Alida Arietda compte utiliser une approche sensible au conflit pour qu'il y ait un changement de comportement. Selon elle, la CNDH veillera à ce que le Burkina Faso respecte les conventions qu'il a ratifiées en ce qui concerne les droits humains. Le président sénégalais Macky Sall ne briguera pas un troisième mandat aux élections de 2024. L'annonce a surpris bon nombre de Sénégalais, notamment la communauté sénégalaise vivant au Burkina. Selon Mamadou Diarra, proche du parti de Macky Sall, cette décision a même surpris des membres de la coalition au pouvoir. Selon lui, il s'agit là d'une sage décision qui met en avant l'intérêt supérieur de la nation. Amadou Bourema et Wend Lassida Kaboré l'ont rencontré pour vous. Il a dérouté plus d'un. Fin du suspense au Sénégal. Dans son adresse à la nation ce lundi 3 juillet, le président Macky Sall a finalement annoncé qu'il ne briguera pas de troisième mandat lors de l'élection présidentielle de 2024. Une décision qui, selon Mamadou Diarra, secrétaire général de la communauté sénégalaise vivant au Burkina Faso et par ailleurs membre du parti présidentiel, a surpris plus d'un. Pour lui, c'est une décision personnelle du président qu'il faut respecter. Il estime qu'à travers cette décision, Macky Sall met l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de ses propres intérêts. Cette sortie permet de consolider la position du Sénégal sur le plan africain et international, a laissé entendre Mamadou Diarra. Hier, même moi, j'ai été surpris quand même pour cette nouvelle-là, parce qu'à 72 heures après avoir reçu les maires, là, qui étaient à 84% pour sa réélection, avec tous les soutiens de taille qu'il avait, mais là, que le président revient pour dire qu'il ne va pas briguer un troisième mandat, vraiment c'est tout un honneur pour lui. Et puis là aussi, il a fait taire à tous ces démagogues qui parcouraient le monde pour dire que ouais, le président Macky Sall veut faire ça, qui ont terni surtout l'image du Sénégal, surtout ça. En donnant sa décision sur les prochaines élections avant décembre 2023, Macky Sall a mis en déroute bon nombre de personnes. Pour Mamadou Diarra, à travers cette décision, l'on ne pourra plus parler de l'histoire politique du Sénégal sans mentionner le président Macky Sall. L'histoire retiendra qu'il a été un président qui a participé énormément au développement du pays. Je fais partie des gens qui ont toujours cru que Macky Sall a tellement monté la barre que celui qui va le remplacer va avoir des problèmes. En même temps, il faut que quand même, si par exemple il s'agrippait au pouvoir, les gens disent qu'il a intérêt, il tripatouille. Mais maintenant, il va laisser les autres faire les preuves. Et puis là, on va faire comparaison de ce qu'il peut faire, ce que Macky Sall a fait, de ce que l'autre a fait. Cette adresse à la nation du président va aussi permettre de calmer les tensions au Sénégal, à en croire Mamadou Diarra. Pour lui, la question du troisième mandat ne devrait plus être un alibi pour l'opposition pour s'aimer le trouble dans le pays. 80% de l'opposition, ils n'avaient pas de programme. Ils n'avaient pas de quorum, c'était troisième mandat. Maintenant, ils vont avoir l'opportunité de proposer au peuple sénégalais quand même un projet viable pour que les gens puissent aller avec eux. Parce qu'avant, c'était ça. Tous les gars, que ce soit les députés à l'opposition, que les gars dans les rues, oui, troisième mandat, les gars n'avaient rien que la boucle que c'est troisième mandat. Maintenant, ça, c'est déjà fait. Parce qu'après ça, il y a d'autres problèmes qui vont être là. Il ne faut pas qu'on se leurre, il y a d'autres problèmes qui seront là. Ce n'est pas le truc de troisième mandat, parce qu'actuellement, on vit une crise mondiale. Mamadou Diarra de rappeler aux hommes politiques sénégalais qu'ils doivent prioriser l'intérêt supérieur de la nation. La politique peut se faire sainement, la meilleure solution pour un développement du pays, a-t-il précisé. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Twi TV.